On va poursuivre avec la deuxième table ronde qui concerne l'autoconsommation d'électricité. On en a beaucoup parlé depuis le début. Alors comment la réussir, cette autoconsommation d'électricité? J'invite nos 4 intervenants à venir sur scène, Madame Hélène Gassin et Messieurs Charles-Antoine Gauthier, dont on parlait il y a un instant, Marc Aubry et David Gréau. Je vous en prie, venez me rejoindre sur scène. Alors vous le savez, depuis quelques années, notre façon de produire l'électricité a évolué. Évidemment, il y a les progrès techniques, il y a aussi l'évolution des mentalités sur le sujet, avec le souci de l'environnement et puis aussi des nouveaux modes de consommation plus responsables qui nous amènent à envisager des nouvelles solutions pour consommer l'électricité, la stocker ou encore l'utiliser. On va dire qu'il y a 10 ans à peu près, on parlait beaucoup de produire de l'énergie solaire dans le but de la revendre, mais désormais de plus en plus c'est l'autoconsommation qui intéresse, alors consommer soi-même l'énergie que l'on a produite sur place. C'est pourquoi on va en parler maintenant à l'occasion de cette table ronde avec nos intervenants. Je vais commencer par le fond et saluer, on parlait du Morbihan, parler de la Bretagne, donc on est ravis d'accueillir Marc Aubry. Bonjour, directeur général de Morbihan Énergie, qui va nous parler alors à la fois d'initiatives en matière d'autoconsommation individuelle. On va commencer à aborder un autre sujet qui est l'autoconsommation collective, qui peut vous sembler peut-être éloigné évidemment de vos préoccupations dans vos communes. Mais en tout cas, c'est un sujet qui monte et sur lesquels, évidemment, notamment Enerplan, que je vais présenter dans un instant, est très engagé. On est ravis aussi d'accueillir Hélène Gassin, bonjour, qui est commissaire à la CRE, Commission de régulation de l'énergie, vous nous en direz un mot, et vice-présidente aussi du CER, ça se prononce ainsi, l'Association des régulateurs européens de l'énergie. Là aussi, vous allez en quelques mots quand même vous présenter pour qu'on puisse mieux vous connaître. À vos côtés, David Gréau, bonjour, responsable des relations institutionnelles d'Enerplan. Là encore, vous allez nous en dire un peu plus sur Enerplan, qui représente évidemment tous ceux qui sont dans l'installation photovoltaïque. Donc vous allez nous en dire un peu plus, parce que pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Et puis Charles-Antoine Gauthier, bonjour, chef du département énergie de la FNCCR, dont on parlait aussi il y a un instant. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais peut-être demander rapidement quand même si je vous ai déjà présenté par vos noms, vos fonctions, un petit mot chacun. Charles-Antoine Gauthier, vous pouvez commencer sur la FNCCR. Oui, alors la FNCCR est une fédération d'élus et donc de collectivités. Donc on n'a pas de privé en notre sein. On est une association loi 1901 et on est centré autour des services publics locaux en réseau. Donc notre fondamental, si vous voulez, nos principes fondamentaux sont bien sûr le bloc communal et les intercommunalités qui les aident à soutenir leurs projets. Et dans les services publics en réseau, on retrouve bien sûr l'eau et l'assainissement, les déchets, le numérique, comme ça a été cité tout à l'heure. Mais notre cœur de métier, c'est bien l'énergie, avec l'électricité, le gaz, la chaleur et le froid, dorénavant, puisque toutes ces compétences énergétiques sont au cœur de la transition énergétique. Alors, ce qui nous intéresse, nous, au sein des collectivités, c'est que vous êtes propriétaires des infrastructures. Et en tant que propriétaire des infrastructures, vous avez un regard particulier sur ces aspects-là. L'autre point fondamental dans les compétences qui vous sont données, c'est d'être autorité organisatrice des services publics locaux. Et dans cette organisation, il nous semble fondamental de pouvoir travailler pour aménager le territoire, porter des projets de territoire et être au cœur de la transition énergétique. Alors on travaille également avec un club de parlementaires, que je salue ici puisqu'il y en a plusieurs dans la salle, et avec lesquels nous sommes amenés à être force de proposition dans les textes de loi, dans les projets d'amendement éventuellement pour rectifier ou renforcer le pouvoir des collectivités et les amener à pouvoir porter des projets et améliorer leurs compétences. Alors par rapport à ça, on a des commissions également qui sont dédiées à ces nouveaux enjeux, notamment sur la transition énergétique et les énergies renouvelables, dont le président Jean-Noël Loury est un acteur fondamental puisqu'il préside celle qui est dédiée justement à la transition énergétique au sein de notre fédération. Et ces commissions intègrent effectivement ces nouveaux projets d'autoconsommation dont on va parler dans quelques instants. Alors évidemment, je vous repasserai la parole pour qu'on puisse montrer les enjeux en termes d'autoconsommation pour les collectivités. Mais David Gréau, de la même façon, présenter Enerplan. Bonjour à tous. Alors Enerplan, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, c'est le syndicat des professionnels du solaire. Et donc on regroupe aujourd'hui à peu près 300 acteurs du solaire, de l'ensemble de la filière solaire, qu'elle soit thermique ou photovoltaïque, et l'ensemble des taille d'entreprise. Nous, on ne représente que des entreprises, mais on a l'ensemble du spectre, entre guillemets, de la très grosse entreprise de réseau et de fourniture jusqu'au petit installateur, en passant par des fiscalistes, des avocats, des juristes, des financiers aussi, qui s'intéressent aux questions solaires.
On est une association loi 1901 avec un principe qui nous régit depuis la création en 83, qui est qu'il y a une égalité de traitement entre l'ensemble des membres d'Enerplan avec une entreprise, une voix. Et donc la grosse entreprise au sein du syndicat a le même poids que le petit installateur ou l'avocat qui s'intéresse au sujet. Alors sur l'autoconsommation spécifiquement, et j'en terminerai là, c'est un sujet qu'on suit maintenant depuis 3 ans. On a organisé dès 2016 une conférence nationale et des conférences en région. Et il y a quelques semaines maintenant, début septembre, on a transformé cette conférence nationale en une université d'été sur 2 jours à Paris, où on a été centré exclusivement sur ce sujet de l'autoconsommation avec des professionnels, des élus et tout un tas d'acteurs intéressés par ce sujet. J'ai eu le grand plaisir d'animer, donc j'ai appris beaucoup de choses sur l'autoconsommation. Hélène Gassin, je vous en prie. Oui, en quelques mots, parce qu'on y reviendra plus tard, la Commission de régulation de l'énergie, c'est l'autorité administrative indépendante, un peu, qui a accompagné, dont la création a accompagné la loi de 2000, qui a réformé en profondeur le secteur de l'électricité en France, sous l'impulsion européenne. Et on a beaucoup de choses à faire de surveillance des marchés, notamment, y compris des marchés de gros. On est un peu l'AMF des marchés de l'électricité et du gaz. Mais dans les compétences dont vous avez certainement entendu parler très récemment, il y a notamment, c'est nous les responsables de fixer le TURP pour les réseaux d'électricité ou la TRD pour les réseaux de gaz. Donc voilà, alors, TURP, qu'est-ce que ça veut dire Tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Voilà, juste pour l'acronyme. Donc c'est notre rôle souvent le plus connu du côté des collectivités qui sont en lien avec les gestionnaires de réseau. Voilà. Et sur l'association des régulateurs, peut-être un Alors, mot quand même aussi, parce que vous avez un regard européen aussi sur ces questions. Le C2R, en fait, j'ai le bonheur de représenter la Creux dans l'Association européenne des régulateurs de l'énergie. En Europe, tout le monde a tendance à se regrouper par fonction ou affinité, qui est, entre guillemets, un club de régulateurs qui travaille beaucoup sur le partage des bonnes pratiques entre régulateurs, l'échange d'informations. On est sans arrêt en train de se questionner, mais aussi des réflexions sur l'avenir, puisqu'on a tous les mêmes problématiques, qu'on soit dans l'Union ou dans n'importe quel pays européen. Aujourd'hui, on a tous les mêmes enjeux. Avec le numérique, ça a été évoqué, avec évidemment les énergies renouvelables et toutes ces choses-là. Donc c'est très enrichissant d'en discuter entre professionnels vus de la régulation. Et Marc Aubry, pour Morbihan Énergie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Morbihan Énergie, donc on a un syndicat comme le vôtre. On travaille sur, bien sûr, l'électricité, sur l'énergie, mais aussi sur le numérique. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Hervé Ranou. Le numérique étant intimement lié à la transition énergétique, on a pris pratiquement toutes les compétences numériques possibles. Par ailleurs, toutes les communes du département font partie du syndicat. On n'a pas de métropole. Et on est en Bretagne. Donc ça veut dire aussi, quelque part, un peu comme en PACA, péninsule électrique. Et donc ça veut dire que très tôt, on a été sensibilisé à la transition énergétique et au fait d'avoir des éléments de secours. Nos parents ayant refusé la centrale de Plogoff, il nous arrive l'hiver d'être coupé rarement, mais c'est arrivé dans les dernières années. Donc on est très sensibilisé à tout ce qui est production énergétique. Et j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et on peut le dire, vous êtes en avance aussi sur certains sujets. C'est pas parce que je suis à moitié bretonne que je vais mettre ce genre de réflexion. Mais bon, quand même un petit peu. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Merci de vous être présentés parce que c'est important aussi pour les uns et les autres qu'on puisse savoir exactement quel organisme vous représentez. Alors, le titre, il faut être bien clair, autoconsommation d'électricité pour une commune. C'est peut-être bien, alors je vais commencer par vous, Charles-Antoine Gauthier, peut-être de rappeler aussi, alors évidemment de parler des enjeux pour les collectivités, de parler aussi de savoir aussi ce dont on parle quand on parle d'autoconsommation. David Gréau disait que c'était un sujet auquel il s'intéresse depuis 3 ans. C'est un sujet qui monte. On est en train de changer, on va dire aussi, notre système d'énergie, mais peut-être le rappeler, expliquer ce que c'est et puis ce que ça représente aussi pour des collectivités, pour des élus, pour des maires. Alors effectivement, l'enjeu quand on parle d'autoconsommation, c'est d'abord de parler de production et de production décentralisée d'énergie renouvelable. Pour autoconsommer, il faut produire quand même son énergie pour pouvoir l'autoconsommer.
Et là, on pense qu'il y a un enjeu pour les collectivités puisqu'elles peuvent être productrices d'énergie renouvelable. Alors, en ce sens, pour nous, les collectivités ont notamment des bâtiments publics communaux qui peuvent être tout à fait adaptés à ce genre de profil, de situation et de projet d'autoconsommation, et donc pouvoir utiliser la production locale avec la consommation locale. Donc, dans un cercle vertueux de proximité et en quelque sorte d'être proche du point de production par rapport à la consommation. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on l'a dit, les collectivités sont propriétaires des réseaux, sont aménageuses du territoire, et dans ce sens-là, elles ont aussi une certaine proximité avec les citoyens consommateurs. Donc on pense que là aussi, il y a un problème qui peut se tourner autour de l'acceptabilité des projets. Pour faire d'autoconsommation, quand même, il faut le dire, on a besoin de compteurs communicants, et le compteur communicant sur la zone de desserte gérée par Enedis, c'est le compteur Linky, avec les quelques réticences qu'on a pu avoir ici ou là. Donc il faut un portage du projet pour que ça puisse s'effectuer sur les territoires. On a effectivement beaucoup d'autoconsommation dite individuelle qui fonctionne à l'heure actuelle, mais on est quand même loin derrière certains pays voisins européens. Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 30 000 autoconsommateurs individuels. On voit que le rythme s'accélère puisqu'il y a une volonté des pouvoirs publics. Et on parle aussi, on parle aussi des particuliers, c'est-à-dire qu'on parle des personnes qui ont installé des panneaux solaires sur leur domicile. Donc, quand on parle d'autoconsommation individuelle, on a bien sûr les particuliers, le tertiaire avec des grosses entreprises, et puis les collectivités. Alors par rapport à cet aspect-là, on note quand même que dans l'acceptabilité sociale à travers différentes enquêtes, notamment portées par l'ADEME, on s'aperçoit que petit à petit, près de 70 à 80% des usagers sont favorables aux projets d'autoconsommation et sont prêts à consommer leur propre énergie solaire renouvelable. Donc il y a une dynamique qui se met en marche, même si on est loin derrière d'autres repères par rapport à l'Allemagne, par exemple, ou au Royaume-Uni, qui sont déjà à des niveaux d'autoconsommation beaucoup plus développés. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on sent qu'il y a une volonté d'aller vers l'avant. Et cette volonté d'aller vers l'avant, c'est un petit peu, nous, le point qu'on fait par rapport au bloc communal et à l'idée du potager énergétique. Je vois sur les dessins là à côté des réseaux intelligents, c'est de retrouver une production locale que les citoyens consommateurs, que les collectivités vont pouvoir porter en leur sein au niveau de projet et pouvoir retrouver des éléments, y compris au niveau de leur facture et de leur maîtrise de l'énergie. Donc ça paraît essentiel. Quand on parle de potager, on arrive déjà aussi au sujet d'autoconsommation collective. Finalement, c'est d'avoir un bâtiment, et on va le voir aussi à travers des exemples, un bâtiment qui puisse aussi alimenter d'autres bâtiments. On va y revenir parce que ça va être une deuxième partie du débat. C'est vrai qu'il y a aussi, pour ceux qui sont aussi en face de nous, se dire comment je fais. Moi, j'ai un bâtiment, j'aimerais mettre du solaire, pouvoir autoconsommer. Il y a deux choses. Il y a le potager énergétique individuel, qui peut être la collectivité, le particulier ou le tertiaire. Et après, il y a le potager énergétique, jardin communal partagé, dont on parlera peut-être dans un deuxième temps, qui, du coup, nous paraît faire sens quand même dans la mutualisation qui a été citée notamment ce matin à travers les syndicats d'énergie qui permettent une expertise technique, administrative et financière pour pouvoir monter ces projets collectifs. Alors Hélène Gassin, Charles-Antoine Gauthier parlait notamment du comparatif que la France aussi est encore en retard en la matière, par rapport à nos voisins allemands, notamment sur l'autoconsommation, même si ça reste encore aussi une part peu importante aussi chez eux. Peut-être que ça va nous redonner un peu le moral. Vous avez peut-être éteint le bouton. Vous n'avez pas éteint le bouton à tout hasard? Non. On va le rallumer pendant ce temps-là. Je vais laisser David Gréau réparer. En fait, on a à la fois un retard, mais un retard sur des choses qui sont encore relativement marginales, même dans les pays les plus avancés. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas en train de se développer très vite. Attention, c'est pas. Mais on a fait un peu la tournée des popotes, comme on dit, puisqu'on a la chance d'être en relation avec tous nos homologues. Et il y a un régulateur dans chaque pays européen. Il y en a même qui en ont plusieurs. Donc on a le Danemark qui a une part assez importante d'autoconsommation. Je crois que David Gréau doit connaître aussi bien que moi. Je crois qu'on est quand même à 3% de la consommation. Enfin, c'est vraiment, ça commence à se voir, on va dire, dans le bilan énergétique global. Mais c'est aussi un pays où il y a énormément d'énergie renouvelable, où il y a énormément d'énergie renouvelable citoyenne. Et ça, je pense que c'est quand même aussi sur un truc sur lequel on est encore plus en retard que sur l'autoconsommation probablement. Donc voilà, en Allemagne, on est à
2 TWh, donc c'est 0 quelque chose % de la consommation, mais enfin ça commence quand même à se voir. Royaume-Uni, on est entre 700 et 800 000 personnes. Italie, je crois que c'est 600. Enfin voilà, il y a la Belgique aussi qui a beaucoup développé l'autoconsommation. Donc on a des ordres de grandeur qui, quand on est dans un système électrique qui compte par dizaines de millions. Les usagers, évidemment, ça paraît petit, mais enfin, c'est pas anecdotique. Et c'est aussi tous les régulateurs, je le disais, tous les régulateurs sont en train de travailler. Il y a quasiment plus de système, on va dire, de compteurs qui tournent à l'envers, pour le dire comme c'était au bon vieux temps de l'autoconsommation. Ça existe quasiment plus. Tout le monde mesure à peu près ce qui se passe. On n'a pas trouvé, par contre, dans notre enquête, on n'a pas trouvé de schéma identique à l'autoconsommation collective telle qu'elle est aujourd'hui définie avec toutes les limites qu'il y a autour en France. Par contre, on a évidemment des différences réglementaires sur ce qu'on appelle un réseau privé. Voilà. Mais on est en retard au sens où on en a moins. Mais enfin, on est en retard sur le démarrage. Mais oui, voilà. Alors, David Gréau, d'ailleurs, vous qui suivez, comme vous l'avez dit de près, l'autoconsommation, on parle d'un vrai potentiel quand même en la matière, même si on est en retard. Alors, je confirme les 2 points. Effectivement, on est en retard et il y a un vrai potentiel. On est en retard, mais aujourd'hui, on est entre 20 et 30 000 installations sur les dizaines de millions de points de livraison en France. Donc, on est quand même dans l'épaisseur du trait. En termes d'autoconsommation individuelle. En termes d'autoconsommation collective, on y reviendra tout à l'heure, encore en dessous. Même si c'est effectivement un modèle particulier. Et comment on peut l'expliquer, ce retard qu'on a ? Parce qu'il commence à y avoir une appétence. Alors, on l'expliquait avec Charles-Antoine Gauthier. On peut l'expliquer de plusieurs manières. La première des choses, c'est lutter contre un stéréotype qui voudrait qu'il n'y ait pas de soleil au nord de la Dordogne, en gros. Qui est quand même un tropisme français assez implanté, qu'on retrouve beaucoup. Et il suffit de regarder une carte européenne des installations solaires. Il y en a une qui avait été faite par un syndicat des Hauts-de-France. Il suffit de regarder, c'est assez impressionnant le déséquilibre territorial qui existe sur le territoire français par rapport à nos voisins européens. Et regardez l'Allemagne, ils n'ont peut-être pas plus de soleil. Mais l'Allemagne, la Belgique, le Danemark sont des pays, le Royaume-Uni, qui ont beaucoup développé le solaire et l'autoconsommation et qui pour autant ne sont pas plus ensoleillés que Lyon, le Loiret à côté ou les Hauts-de-France. Voilà. Ça, c'est une première explication du retard. Une seconde explication du retard, elle est liée au marché du photovoltaïque en France, qui est un marché à tarif pour les petites installations, à tarif d'achat, et tarifs d'achat qui ont été assez longtemps élevés, trop élevés à notre goût, qui ont conduit à un moratoire et à un effondrement de la filière. Mais disons-le, il y a eu une forme de spéculation aussi qui s'est créée. On a mis en place aussi quelque chose qui a fait qu'on a allé jusqu'à des spéculations, sans parler toujours aussi de ce qui est mis en avant aussi les arnaques, qui font que aussi ça nuit énormément au secteur. Ouais, alors ça nuit effectivement énormément au secteur. Ça a été tout à l'heure, ça a été un peu évoqué sous l'angle du démarchage téléphonique agressif que font certains. Et c'est effectivement un problème. Moi, le conseil que je peux donner en complément du recours aux espaces info-énergie, qui est effectivement le premier recours impartial à aller chercher, c'est de vérifier tout simplement que les gens qui sollicitent qui sollicitent vos administrés sont des gens qui sont qualifiés, reconnus garants de l'environnement ou qui disposent des qualifications en matière de solaire. Ce qui ne veut pas dire que derrière les tarifs qu'ils pratiqueront seront les meilleurs marchés du monde. En revanche, il y a une garantie sur la qualité de l'installation qui est là. Et ça, c'est effectivement très important. Et c'est quelque chose qu'on porte par ailleurs dans l'ADN d'Enerplan. On a été à l'initiative avec d'autres du syndicat Qualito-Ener, qui est un organisme de qualification et qui justement travaille au perfectionnement de la filière. Alors, je vous avais ouvert une parenthèse, vous avez terminé sur les enjeux photovoltaïques. Avant qu'on passe à du concret avec Marc Aubry, peut-être dire aussi, Hélène Gassin, on est en retard, mais on est aussi, à travers ces sujets d'autoconsommation, en train de changer aussi, de réinventer aussi notre système électrique. Enfin, de réinventer ou de retrouver ce qu'on faisait peut-être par le passé, comme souvent dans ces sujets-là. J'avais prévu plutôt de finir là-dessus, mais on peut commencer. C'est-à-dire que... Non, il faut me suivre. Non, mais on voit qu'on part de l'autoconsommation individuelle. Alors,
je tiens à préciser qu'on est en retard sur l'autoconsommation, mais on est en retard sur les énergies renouvelables en général. Donc c'est pas spécifique à l'autoconsommation. Enfin, voilà, quand même, avoir ça aussi quand même en tête. On a un contexte général là-dessus. Sur la question, on voit qu'on part du bâtiment avec des questions qui sont compliquées. C'est-à-dire que si mon bâtiment il n'est pas occupé quand il y a du soleil, l'autoconsommation c'est vite pas très efficace. C'est-à-dire qu'on veut mettre un tout petit panneau solaire sur un grand toit. Donc on voit bien qu'il y a d'où les questions d'autoconsommation collective, puisqu'on va mutualiser le toit de la salle des fêtes, par exemple. Je prends un exemple au hasard, avec les bâtiments qui sont autour, éventuellement aussi des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments communaux au sens strict. Ça peut être la maison médicale, ça peut être... Bon. Et donc là, on rentre dans l'autoconsommation collective. C'est compliqué, c'est pas complètement stabilisé, et c'est assez compliqué. Et puis après, on se dit, mais finalement, si j'ai 3 bâtiments et 3 panneaux solaires, alors du coup, alors là, ça rentre encore dans une dimension encore plus compliquée. Et puis si j'ai une ferme éolienne qui est pas loin, alors là, on est quand même dans une dimension où on commence à parler d'autoconsommation territoriale. Et moi, de temps en temps, je me dis, finalement, c'est quand même ça l'histoire de l'électrification. C'est-à-dire que les réseaux, ça venait quand même, d'abord, c'est parti du terrain, du local, du rural. Il y a un très beau bouquin d'Usday d'ailleurs sur ce sujet-là. Et le réseau, c'est jamais que la mutualisation de moyens de production et d'alimenter les consommateurs. Donc la question, alors on peut appeler ça autoconsommation territoriale. Je pense que la question aujourd'hui, en plus des enjeux très opérationnels tout de suite de où est-ce que je mets les panneaux solaires, etc., c'est aussi la question, et on sent dans le bouillonnement, on va dire, des syndicats notamment, cette volonté finalement de se réapproprier quelque chose qui est parti des territoires. Maintenant, on a un système national et européen très centralisé. Et de se dire, finalement, si on a de la production et de la consommation sur l'échelle du territoire, c'est intéressant que ça marche ensemble. Et ça, c'est finalement la définition du système énergétique et du système électrique en particulier. Et donc c'est intéressant de voir comment et ça ne veut pas dire qu'on retourne en arrière, pas du tout. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux du système et on se le réapproprie à une échelle qui finalement est plus compréhensible pour tout le monde et plus facile à comprendre que les processus d'équilibrage du réseau européen géré par quelques entreprises qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que je trouve qu'en poussant la logique de l'autoconsommation, on revient à ce qui a fait qu'on a construit des réseaux. Alors on va aller un peu plus dans le vif du sujet, dans le concret, parce que c'est possible aussi. On a compris que c'était pas évident. Ça va peut-être bien tout à l'heure peut-être de donner quelques clés pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans cette autoconsommation. Alors Marc Aubry, vous pouvez évidemment réagir à ce qui vient d'être dit. Puis vous un exemple concret, on va dire, d'autoconsommation individuelle sur votre propre bâtiment. Au moins vous donnez l'exemple. Oui. On va le voir en image d'ailleurs tout à l'heure. Ah oui, tout à l'heure. Non, commencez. On va, vous pouvez réagir d'abord, puis après on va découvrir. Je réagis gentiment et simplement. Hein. Je vais dire, je ne sais pas si on bouillonne, mais en tous les cas, on essaye de récupérer dans le potager les éléments de la soupe. Mais oui, donc on a effectivement un bâtiment. Donc je pense que le mieux, c'est peut-être de lancer le film, parce que je réagirai par rapport à ce film. Très bien. On est en train d'en tourner un autre et vous appelez ça Care Grid, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça. Au moins Care, maison, breton. On va voir ça en image maintenant. Le syndicat départemental d'énergie du Morbihan regroupe les 261 communes du Morbihan. Ce syndicat est propriétaire de 23 000 km de réseau, le réseau BTHT, et de 14 000 postes de transformation BTHT. Chacun sait que la Bretagne, c'est une péninsule. À peine 10% de production est installée chez nous. Nous sommes totalement dépendants de ce qui peut nous venir de l'extérieur. Nous sommes particulièrement sensibles aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables, parce que tout ceci va dans le sens de notre indépendance énergétique. Ce bâtiment est équipé de 2 mini-éoliennes. Pour l'instant, une troisième est prévue. Chaque mini-éolienne fait à peu près 2,5 kW. Ce bâtiment est équipé de 850 mètres de panneaux photovoltaïques qui représentent 126 kW crête. On y a fait, avec Schneider Electric, un démonstrateur de la possibilité qu'il existe dans les bâtiments tertiaires de produire, d'autoconsommer, de stocker et d'être en relation avec le réseau, de façon à créer pour demain une situation dans notre Bretagne, qui est une péninsule électrique, une situation plus confortable qu'elle ne l'est aujourd'hui. On est dans un bâtiment qui produit, mais un bâtiment qui est relié au réseau,
qui peut stocker n'importe laquelle de ces énergies et qui est capable de consommer ce qui vient du stockage. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on peut aussi bien servir l'autoconsommation, c'est-à-dire le développement des énergies renouvelables, que l'optimisation de la gestion des réseaux, c'est-à-dire de s'effacer pendant la pointe, ou au contraire, de tirer sur le réseau lorsque l'électricité va dans le sol. Un bâtiment comme celui-ci, qu'il s'efface pendant la pointe, ça n'apporte pas grand-chose. Mais que tous les bâtiments tertiaires, comme celui-ci, demain, s'effacent pendant la pointe, ça apportera beaucoup. Et l'idée est bien, avec Schneider, de définir, à travers un sigle PMS, Power Management System, de définir des algorithmes qui permettent, dans un business plan avec une période de retour de 7 ans, d'amortir un investissement en production, en algorithme, en stockage, rien qu'avec une économie sur le coût d'achat et le coût de vente de l'électricité. C'est un démonstrateur au moins à 3 titres. D'abord, d'un point de vue technique, on va y tester la possibilité de mettre en relation tous les produits qui existent, produits électroniques, entre le réseau, nos batteries, nos systèmes de production. Le deuxième point, ça sera un démonstrateur économique. Ouverture du marché dans 2 ans, il va falloir trouver la bonne adéquation pour faire en sorte que le produit final puisse être rentable et puisse être acheté par un certain nombre de gens propriétaires de bâtiments tertiaires. C'est aussi vrai sur le plan réglementaire, puisque sur le plan réglementaire, en fait, on est presque rendu aujourd'hui à demander un droit à l'expérimentation réglementaire. On teste le fait qu'aujourd'hui en France, il est parfois difficile de mettre en œuvre des choses qui sortent de la norme. Le développement durable, on le rappelle, reste quelque chose qui doit être local, de proximité, avec une gouvernance locale, et c'est bien le sens de ce bâtiment et de cette expérimentation. Voilà, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors je vous en prie, vous pouvez la commenter, oui. Marc Aubry. Donc effectivement, l'idée de présenter cette vidéo que j'avais pas revue depuis 3 ans, oui, c'est vraiment très, très curieux puisque ça date de 4 ans. Ouais. Ça date de 4 ans et on repère des choses qu'on serait conduit à redire aujourd'hui en espérant être au top de l'actualité. Alors j'ai entendu stockage, j'ai entendu effacement, j'ai entendu évolution de la réglementation. Donc bon, si vous voulez, pour être concret, puisque on m'a demandé d'être concret sur les 2 interventions à faire, je dirais que... C'est le fil conducteur de la matinée, on est pédagogue et concret. D'accord, donc alors, pédagogue, je ne sais pas, concret, je vais essayer. Quand on a construit ce bâtiment il y a maintenant pratiquement 6 ans, on a rencontré nombre de problèmes. Juste pour la gouverne, je ne sais pas si c'était peut-être pas facile à voir. Enedis avait imposé, alors je dis à Schneider Electric parce que nous on avait refusé de le faire, un onduleur en tête parce qu'on réinjectait de l'électricité dans le réseau. On avait un mix énergétique, on produisait avec des éoliennes et du photovoltaïque impensable. On avait rien que pour alimenter le bâtiment qui était en tarif jaune, on nous demandait d'avoir 2 câbles, un pour faire venir le courant, un pour le faire repartir. Bon, tout ça, effectivement, on l'avait refusé et ça nous avait valu d'être un peu confrontés à Enedis, entre autres, voire à EDF, mais qu'on avait eu la pertinence de mettre dans le COPIL, dans le projet de pilotage qu'on menait. Et en plus, on avait du stockage, donc c'était vraiment pas très beau. On aurait pu éventuellement charger l'électricité du réseau dans la journée ou dans la nuit et le revendre le jour. Vous imaginez le crime de lèse-majesté. Bon, en fait, aujourd'hui, je mesure à travers ce film à la fois ce qu'on a pu, les avancées qui ont eu lieu depuis 6 ans, mais aussi tout ce qui reste à faire. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, et dès les premiers mois d'ailleurs, et ça avait fait l'objet d'une intervention devant la Creux, on a testé l'îlotage complet du bâtiment, c'est-à-dire que on est alimenté par le réseau, il y a une coupure de courant, les batteries de stockage reprennent la suite, les lumières ne s'éteignent même pas perceptibles par l'œil. Ça a été testé. Aujourd'hui, ce bâtiment est raccordé à la météo de la veille. Alors ça veut dire quoi? Que comme il est raccordé à la météo de la veille, on arrive à prévoir combien on va produire. On sait, parce qu'on enregistre toutes nos consommations, qu'en fonction du jour, de l'année et de l'heure, on sait à peu près combien on consomme. Donc on arrive à programmer nos besoins du lendemain et finalement à définir ce qu'on va faire avec nos productions et nos consommations. Et c'est vraiment bluffant de voir les 2 courbes se superposer, puisque la courbe prévisionnelle et la courbe réelle, vraiment, il est très rare, sauf à
quelques erreurs météo, il est très rare qu'elles ne se superposent pas. Donc ça veut dire qu'on arrive à bien prévoir ce qu'on va avoir comme production et ce qu'on va avoir comme consommation. Avec la possibilité de faire de l'effacement, dont vous parlez peut-être. Alors, possibilité de faire d'effacement. Ouais. Peut-être l'expliquer aussi ce que c'est que l'effacement. Alors, possibilité de faire d'effacement, mais possibilité aussi de définir du stockage. Possibilité... Parce qu'on a eu l'outrecuidance de faire des réseaux fermés, c'est-à-dire, on en reparlera je pense tout à l'heure sur l'autoconsommation collective, mais de prévoir de pouvoir alimenter un autre bâtiment qui est une salle de sport qui est à côté de chez nous, qui est elle-même alimentée par un tarif jaune, et nous aussi, et possibilité donc de mutualiser en dehors du réseau public pour le coup, mais c'était avant... Les dernières lois, possibilité de mutualiser la production d'électricité. L'effacement, c'est ne pas consommer à un certain moment, voire même réinjecter dans le réseau s'il y avait des besoins. On va faire aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, nous testons aussi le V2G. Alors V2G, c'est quoi? C'est simplement la possibilité pour les voitures, on fait 65 km en moyenne en France avec un véhicule. Les véhicules électriques, aujourd'hui, ils ont... facilement, enfin les dernières Zoé doivent avoir 300 km d'autonomie, les anciennes en avaient à peu près 125 ou 130. La moitié de ce qui reste dans la batterie qui a été rechargé pendant la nuit peut permettre de réalimenter le bâtiment. C'est-à-dire que la moitié d'une Zoé de 125 km, donc les 130, les 65 km qui restent, ça permet d'alimenter un bâtiment comme le vôtre, comme le mien, un bâtiment lambda, pendant 2 heures sans aucun problème, et on peut recharger pendant la nuit qui suit. Donc ça, on le teste avec des bornes spéciales où il y a le transformateur, ou alors des transformateurs qui sont dans la voiture. On fait aussi, on fabrique de l'hydrogène. Donc à partir de notre électron photovoltaïque, on le fait passer dans un vase d'eau, on a une électrolyse, donc on produit de l'oxygène qu'on laisse s'échapper dans l'air, et avec l'hydrogène, on la compresse. Et on alimente un véhicule hydrogène qui circule dans le Morbihan tous les jours, sans aucun problème, et qui rejette de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec nos panneaux photovoltaïques? Nous avons commencé à déployer des panneaux sur d'autres bâtiments publics, spécifiquement pour leur propre autoconsommation. Et ce que l'on a décidé de faire, c'est de mettre des box, ce qui fait que tous les bâtiments publics du département qui sont équipés de ce type de panneaux sont reliés à notre système informatique. Et partant de là, on arrive d'abord à savoir s'ils fonctionnent ou pas. On arrive à déclencher les maintenances, voire à déclencher les réparations. Et on arrive aussi et surtout à savoir ce qu'ils peuvent produire et ce que ça peut donner. Et donc, on espère que demain, on gérera l'ensemble de ces productions avec un agrégateur départemental qui pourra vendre et acheter au moment opportun. Alors là, vous êtes, on va dire, un bel exemple emblématique. Il y a du solaire, en plus il y a un peu d'éolien, il y a de l'hydrogène. Vous êtes aussi un syndicat finalement qui montre l'exemple, on va dire, qui s'approprie ce sujet d'autoconsommation. On l'a vu, malgré tout, c'est pas si évident de ça. Donc moi, si je suis un élu, là, un maire, j'ai envie de m'engager, de faire de l'autoconsommation, mais comment je m'y prends, moi? Alors moi, j'aurais tendance à dire que l'autoconsommation, techniquement, pas de problème. D'accord? Bon, techniquement, pas de problème. Économiquement, faut commencer déjà à réfléchir parce que des amortissements sur 20 ans, on essaye de favoriser l'autoconsommation pure, c'est-à-dire 100%, sans revente sur le réseau. Et alors on est parti, on avait la fleur au fusil, je pense. On est parti il y a 2 ans et demi en se disant bon allez, on va généraliser les panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Dans un premier temps, on avait 25 bâtiments à équiper. J'ai entendu parler de TEPCV, on a essayé de trouver quelques subsides et puis on y est allé. Sur les 25 bâtiments, si à l'arrivée, il y en a 10, parce que cette opération n'est pas terminée, hélas, s'il y en a 10 qui sont équipés, ça sera bien. Alors pourquoi? C'est des choses évidentes. Hein. On aurait pu y penser avant, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des problèmes d'étanchéité, il y a des problèmes de structure, il y a des problèmes de financement. Et résultat des courses, quand on commence à vouloir faire des études de structure, quand on commence à vouloir changer la membrane sur le bâtiment, le business plan, il ne tient pas. Et donc, on est obligé d'abandonner le projet. Alors par contre, aujourd'hui, ce qu'on fait, au moins 2 choses. La première, alors c'est pas parce que on est en Bretagne et qu'il paraît qu'il pleut, enfin moi je ne le vois pas, mais les ombrières.
Les ombrières photovoltaïques sur les places de parking, là où il y a de la consommation à proximité, évidemment. Les ombrières, c'est relativement beaucoup plus facile à rentrer dans les business plans, ça ne coûte pas trop cher, et c'est des choses qui se développent. D'ailleurs, on en est persuadé, indépendamment de ce qu'on a pu prouver. Il n'y a qu'à regarder les grandes surfaces aujourd'hui, ils sont tous en train de développer des ombrières sur leur parking. D'ailleurs, dans le dernier plan solaire, on a beaucoup incité les hypermarchés à mettre à la fois sur leur toit, mais aussi sur les ombrières, à développer ce type de produits. Ouais. Ombrières. Deuxième chose, on s'y prend à l'amont. C'est-à-dire que on va sans doute être conduit dans les mois qui viennent à voir tous les projets au moins de bâtiments publics qui vont être en... Et on va proposer aux élus en moins de 48 heures de pouvoir leur dire, s'ils le veulent, sur leur projet de bâtiment, combien ça leur coûterait, qu'est-ce qu'il faut faire pour équiper de panneaux photovoltaïques. Ça me semble très important. C'est pas très compliqué quand on a mis au point le business plan. Il suffit de le réintégrer. Et surtout le faire très en amont, dès le niveau avant-projet sommaire, parce que hélas, c'est aussi Hervé Rano qui parlait tout à l'heure qu'il faut des entreprises locales, ça c'est sûr, mais il faut aussi des architectes qui s'y connaissent un peu en photovoltaïque, et même si on veut croire aujourd'hui que c'est le cas, c'est pas toujours le cas. Et puis, on essaye de mutualiser tous nos efforts, donc on réunit aussi maintenant les Comcom, et on essaye d'offrir au niveau du syndicat une prestation mutualisée à l'ensemble des élus en leur disant, ben voilà, vous êtes adhérent au syndicat, on vous répond sur ces aménagements. Et enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, on retire les retours d'expérience du smart building qu'on a créé, et on essaye de faire en sorte que tout ce qui est numérique, tout ce qui est soit mis au service de ces panneaux et de ces productions, sachant que c'est bien de produire, mais il faut produire quand on a besoin de consommer. Oui. Ce que je veux dire par là, qu'aujourd'hui, enfin à mon avis, on ne dimensionne pas des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble du toit. On dimensionne les panneaux photovoltaïques en fonction des besoins qu'on a. Oui. Et on y reviendra tout à l'heure sur le problème de l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, ce qui marche bien, ce qui matche bien, comme on dit en termes d'économie, c'est de produire pour consommer chez soi sans passer par le réseau. Oui. On le verra tout à l'heure, les problèmes du TURP et des taxes quand on passe par le réseau. Je pense que là, on sera peut-être un peu moins d'accord sur le bouillonnement, mais... On ne va pas rentrer dans toutes les polémiques. Peut-être rebondir, alors Charles-Antoine Gauthier aussi, sur d'abord cette dimension autoconsommation individuelle, comment un élu peut se lancer. On voit qu'on peut aussi proposer des solutions. Il faut être engageant, même s'il y a encore des choses, il y a encore des freins. Nous, on pense qu'il y a un intérêt, effectivement, parce qu'il y a des bâtiments publics que vous maîtrisez. Il y a des travaux à faire. On a dans les plans du gouvernement une incitation forte quand même à aller développer l'autoconsommation individuelle mais aussi collective. Et dans le collectif, je crois que ce qui est important, c'est ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est la mutualisation, c'est la solidarité entre les territoires. J'ai l'impression que finalement, c'est un peu la solution. C'est ce dont parlait Hélène Gassin. Finalement, plus que l'individuel, c'est d'aller essayer de chercher de la mutualisation. Enfin, d'après les exemples qu'on me donne. Hein. On parlait un petit peu de bulles spéculatives tout à l'heure avec les tarifs d'achat qui étaient incitatifs il y a quelques années. Ces tarifs sont en train de dégraisser et on sent que le coût du photovoltaïque, mais je pense que Enerplan y reviendra, est en train de diminuer par rapport à un coût, alors plutôt nucléaire, entre guillemets, français, qu'on sent qui va augmenter par rapport aux problèmes qu'on a au nucléaire, le grand carénage, etc. Et on sent que dans quelques années, on va avoir une sorte de rééquilibrage entre les coûts réseau et les coûts liés à l'autoconsommation, on va s'y retrouver. Et on pense qu'on est au démarrage d'un grand processus, et on pense que le collectif, la mutualisation, les achats groupés dont on parlait tout à l'heure vont permettre de tirer encore les prix vers le bas. Et avec une sorte d'alimentation de tous vos bâtiments publics en boucle locale, on va pouvoir s'en sortir. Et on va pouvoir utiliser cette énergie qui sera produite sur les écoles, les crèches, la salle des fêtes, la mairie, qui, quand elle n'est pas occupée ou quand c'est les vacances scolaires, au lieu que ça ne serve à rien, qu'on puisse le redistribuer. Et là, on est dans un principe fondamental qui nous anime, nous, au niveau de notre fédération, avec vous les élus, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin des privés, pour faire avancer ensemble le système. On pense qu'il y a cet effet solidarité, et on ne veut pas aller vers un réseau de luxe et laisser des précaires de côté. Et cet effet solidarité, énergie verte,
on pense que dans ce collectif et dans cette mutualisation, on peut s'y retrouver. Ouais, parce que ça, c'est un sujet qu'on pourrait aussi aborder, c'est la lutte contre la précarité énergétique, et ces solutions d'autoconsommation peuvent en fait faire partie. Tout à fait. Alors, on a aussi des partenariats avec Enerplan. On est dans cette idée de l'autoconsommation solidaire qui a été également portée par le président d'Enerplan, qu'on soutient pleinement, et on pense qu'on doit donner l'accès à tous à l'énergie, et l'énergie propre en particulier. Et donc certains ne peuvent pas mettre des panneaux solaires sur leur toit parce que c'est encore quand même assez important en termes de coûts d'investissement. En revanche, si on arrive dans une zone de partage, de mutualisation, avec l'appui des syndicats d'énergie, avec vos collectivités, en mutualisant, en faisant baisser les coûts, on pourra arriver à faire quelque chose et que tout le monde en profite. D'où cette idée de potager énergétique, ou de jardin communal partagé, pour qu'on puisse avancer sur ces thématiques-là. Et on pense que l'autoconsommation photovoltaïque est un des premiers gestes, puisque les coûts sont en train quand même fortement de diminuer. Alors sur les coûts, vous pouvez réagir évidemment, David Gréau, et sur l'ensemble. Alors effectivement, sur les coûts et sur l'ensemble, en fait, ça rejoint une partie de la réponse à la question. Tout à l'heure, on est parti sur la question de qualification et j'ai pas terminé ma réponse, mais du coup, ça rejoint une partie de la réponse à pourquoi est-ce que c'est pas plus développé que ça en France aujourd'hui. C'est aussi lié au coût de l'électricité et à ce qu'elle coûte aujourd'hui pour les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels ou collectivités territoriales. Finalement, on a un coût de l'électricité qui est assez faible. Et donc, par regard, la rentabilité de l'autoconsommation, évidemment, elle est amoindrie par rapport à d'autres pays qui ont un coût de l'électricité qui est bien plus cher et où les courbes, finalement, se croisent beaucoup plus vite entre le coût de l'investissement et le coût de l'électricité qu'on évite de prendre sur le réseau. Voilà, ça c'est un premier sujet. Un deuxième sujet aussi, je réagis sur une question aussi qui a été posée, qui est celle de la rentabilité, de faire un business plan. Effectivement, on est sur quelque chose qui est actif. À partir du moment où on parle d'une toiture photovoltaïque, on est sur quelque chose qui est actif et qui peut générer des revenus ou des économies si on est sur de l'autoconsommation, puisque c'est ce qu'on ne prendra pas sur le réseau. Maintenant, vous êtes aussi des élus qui sont gestionnaires de patrimoine. Et le jour où il faut refaire le toit ou la façade de l'école ou du bâtiment communal, eh ben vous referez le toit parce qu'il fuit, vous ne le referez pas parce que vous aurez un taux de retour à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Voilà. Et aujourd'hui, la baisse des coûts, et c'est là-dessus que j'en viens, la baisse des coûts du photovoltaïque fait que on arrive à ce que les coûts fixes pour une réfection de toiture, qui sont ceux des échafaudages, etc., tout ce qui est mobilisé, ceux de la main-d'œuvre évidemment, les coûts fixes finalement sont plus importants que le coût du matériau qu'on va mettre dessus. Et la baisse des prix du photovoltaïque fait qu'aujourd'hui, on arrive à être très compétitif. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec des architectes des bâtiments de France qui, sur certains bâtiments, exigent tel ou tel matériau parce que c'est celui d'origine, qui parfois... Après, il y a la difficulté d'être à côté d'un monument classé aussi. Alors, parfois, ça complique tout. La proximité moins de 500 mètres. De toute façon, à Paris, on est à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé pratiquement tout le temps. Alors, j'imagine, dans certains endroits, c'est complexe aussi. Effectivement, c'est effectivement une complexité, mais c'est un dialogue. Les ABF, les architectes des bâtiments de France, ne sont pas tous totalement fermés. Pas tous. Voilà. Manque de bol, j'en ai croisé un, moi, qui était un peu fermé. Après voilà, pour terminer là-dessus, sur certains matériaux, pour couvrir une église, par exemple, les ABF vont exiger la pierre de tel endroit qui va coûter plusieurs milliers d'euros au mètre carré. Et quand on réfléchit, finalement, une couverture entièrement photovoltaïque, même en intégré, revient beaucoup moins cher. Et avec un retour sur investissement, la pierre, jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore produit de chaleur ni d'électricité. Alors on a compris la complexité. Peut-être, Hélène Gasson, on voit aussi qu'on arrive progressivement quand même à se dire que l'autoconsommation collective, même si on en est au démarrage et qu'il y a des choses en termes de réglementation qui doivent se mettre en place. Par exemple, au niveau européen, c'est très, Bruxelles pousse beaucoup aussi à aller vers de l'autoconsommation collective et finalement, quelque part, engager les collectivités sur ce sujet. Enfin, je pense que quand on en arrive à ce niveau-là, il faut revenir un peu aux fondamentaux de ce qu'on veut faire. Et pourquoi ? Puisqu'il y a beaucoup de mots. Alors, on a parlé d'effacement. Il y a 3 ans, c'était le sujet. Maintenant, plus personne n'en parle, alors que la réalité, il y a des raisons économiques derrière. Hein, c'est qu'effectivement, ça a été rappelé, quand l'électricité n'est pas très chère, tout ce qu'on fait autour
a du mal à trouver son modèle économique. Bon, ça, c'est un fondamental qui explique beaucoup de différences européennes. Ce qui est en train d'être discuté au niveau européen, c'est pas le présenter comme une question d'autoconsommation collective. Ce qui est en cours de discussion, c'est ce qu'on appelle les communautés énergétiques, qui au départ étaient locales dans les textes proposés par la Commission européenne. Les États membres sont en train d'enlever le local, mais la logique de ça, c'était finalement ce que j'évoquais tout à l'heure sans être peut-être aussi explicite. C'est la question de comment les citoyens et ou les élus et tous collectivement ou les PME demain reprennent en main le système électrique au vu de sur leur territoire. Alors, on enlève local dans les textes européens aujourd'hui, ça va revenir, ça va repartir, etc. Mais la logique, c'est une logique un petit peu de coopérative, c'est-à-dire les activités sont destinées uniquement aux membres et on exclut les acteurs normaux, entre guillemets, du système donc les fournisseurs, etc. Donc c'est ça la logique. Et cette logique-là, qui est en train de faire son chemin dans les textes européens, je pense que c'est un enjeu fondamental pour les collectivités. Alors là, pour le coup, quand ça va être transposé en droit français, là, ça va être quand même un enjeu majeur. Mais c'est des notions, on est très loin de parce que finalement, on parle beaucoup d'autoconsommation. La physique de l'électricité, c'est qu'on consomme toujours l'électricité qui a été produite le plus près. Donc tout ce qu'on évoque autour, c'est des questions contractuelles et économiques. Ce n'est pas des questions physiques. Donc si on a des équipements de production sur son territoire, quel que soit le territoire, quand on dit territoire, ça peut être le bâtiment, ça peut être la commune, ça peut être la communauté de communes, ça peut être le département, quand on a des outils de production et des consommations, tous les enjeux d'adapter les courbes de charge, de consommer quand on produit ou de produire quand on consomme, ça dépend dans quel sens on le regarde, on les retrouve. C'est exactement les mêmes enjeux au niveau national et c'est les mêmes enjeux au niveau européen, d'équilibrage du système électrique. Simplement, aujourd'hui, le contrôle de ça paraît très loin, parce que l'évolution du système électrique a été très remontante. Aujourd'hui, je pense que la question est ce que la Commission européenne et les États membres et le Parlement essayent de traiter avec les communautés énergétiques locales ou communautés énergétiques tout court, ça revient finalement à toutes ces discussions qu'on peut avoir. Alors après, on peut discuter longuement des paramètres économiques, techniques, réglementaires, et ça sera important pour que ça arrive en vrai. Ça, je suis d'accord. Mais c'est important de revenir à qu'est-ce qu'on veut faire. Et quand on est un élu d'une commune, qu'est-ce que je veux faire? Je veux d'abord économiser sur la facture. Plutôt, ma logique, c'est de produire vert parce que je pense que c'est important. Et du coup, on peut avoir la vente en totalité de sa production n'est pas honteuse. On n'est pas obligé de partir dans un schéma d'autoconsommation. Ça dépend vraiment de son projet et de ce qu'on veut faire. Et de son territoire, évidemment. Et du coup, je pense que là, il va y avoir... ça ne soldera pas les querelles du passé qui ne sont pas soldées, mais je pense qu'il y a un nouvel espace qui s'ouvre et c'est important qu'on sache, que chacun sache ce qu'il veut faire. Alors, le régulateur a un rôle qui n'est pas toujours simple. On n'a pas beaucoup de copains. C'est vrai, mais nous, quand nos décisions ne sont pas toujours très bien comprises, je voudrais juste dire quels sont les pourquoi, en fait, parce qu'on pose rarement la question du pourquoi et qu'est-ce qu'on veut faire. Nous, un de nos enjeux majeurs, c'est la non-discrimination entre les utilisateurs du réseau. Et donc que chacun contribue au financement de l'outil commun qu'est le réseau en fonction du coût qu'il engendre. Et donc après, on part dans des calculs qui sont incompréhensibles, même pour les commissaires de la Creux. Parfois, on a besoin de plusieurs heures de travail. Mais le fondamental, c'est ça. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à d'où la préférence systématique des régulateurs. C'est pas que la Creux, je vous mets à l'aise, c'est un peu l'ADN des régulateurs. Pour des systèmes, quand on veut développer une activité, on préfère les subventions explicites plutôt que de trafiquer ce que nous, on considère être trafiquer des signaux économiques spontanés. Si on consomme à 19h, on crée des coûts de réseau, quelle que soit son activité. Et si on n'a rien consommé à midi, si on consomme à 19h, on crée un coût de réseau. Et ça, je ne dis pas qu'il ne faut rien changer dans la pratique de la Creux, je dis juste que c'est des fondamentaux sur lesquels on est obligé, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu, même si on veut encourager des choses et si on est évidemment acteur. C'est un peu la difficulté, vous disiez que le système est en train de changer, donc il y a aussi des réalités, il y a certains qui veulent faire bouger les lignes. Il y a des choses qu'il faut tenir, même quand ce n'est pas populaire. Et il y a des choses pour lesquelles donc on travaille sur la prospective, on travaille sur tout un tas de choses. Mais c'est vrai que souvent, on a des conflits avec tout le monde. Alors, je mets tout le monde à l'aise. On a des incompréhensions avec les professionnels des énergies renouvelables, mais aussi avec les gens qui sont très attachés à la péréquation tarifaire. Voilà,
c'est le rôle du régulateur, c'est en un tout peu cas, ingrat mais passionnant. Voilà. Vous dialoguez en tout cas. Alors ce que je vous propose, parce que je voudrais quand même laisser s'il y a quelques questions de la salle, parce que c'est vrai qu'on est en train de parler de beaucoup de sujets et que je savais que cette table ronde serait particulièrement riche. On a basculé progressivement au sens de l'autoconsommation individuelle en se disant aussi qu'on peut tout à fait revendre sur le réseau, qu'on n'est peut-être pas totalement obligé dans certains cas d'aller là-dedans, à de l'autoconsommation collective qui pourrait être une solution de mutualisation intéressante. Marc Aubry, peut-être en quelques lignes, parler d'un exemple, parce qu'il y en a peu encore d'autoconsommation collective, mais là encore, vous êtes en pointe sur le sujet. Oui, alors j'ai compris, 2 minutes, c'est ouais, ça à peu près. Donc au moment où les textes réglementaires sont sortis et nous ont autorisés à faire de l'autoconsommation collective, on était déjà avec 4 projets dans les cartons. Donc tout de suite, on a eu des relations avec Enedis, parce que pour faire de l'autoconsommation collective, il fallait le compteur Linky. Donc le projet de Pénétin est sorti comme étant un des premiers projets. J'explique quand même rapidement que Pénétin est Partagélec, ce projet, c'est ça? Oui, Partagélec. Oui, Partagélec. Ce projet est une commune du 56 qui fait partie d'une communauté de communes du 44. Donc tout de suite, on est allé voir nos collègues du CIDELA en leur demandant s'ils pouvaient nous aider à financer. Et la communauté de communes était tout à fait d'accord. Donc on est parti à plusieurs sur ce projet. Très concrètement, on a plein de contrats à passer. Hein. On a des marchés, on a des contrats de maintenance, des contrats de raccordement, des contrats de vente à mettre en place. Donc tout ça, administrativement, c'est pas simple, mais j'y reviendrai rapidement, 2 minutes. Les caractéristiques de ce projet, c'est pas un gros projet, hein, c'est 234 mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour 40 kW crête environ. Par contre, il y a 13 consommateurs derrière qui sont aussi bien, alors attendez, je regarde quand même, 2 restaurants, un magasin, un garage, des entreprises, des particuliers. Donc on a un peu alors ce sont bien des gens qui sont en aval d'un transfo HTBT et qui sont sur le même réseau basse tension pour l'instant. On verra demain. Donc voilà. Donc c'est en service aujourd'hui. Quelles sont les conclusions que l'on en tire ? Donc, sur la thématique de technique, encore une fois, pas de problème. La technique, pas de problème. La sociologie, pas de problème. Dès qu'on dit aux gens ou aux collectivités, mais là en l'occurrence aux particuliers, ça va être local et c'est pas plus cher qu'avant, tout le monde est assez d'accord. Donc là-dessus, pas de problème. Les finances, ou je dirais même plutôt l'ingénierie financière. Bon, en gros, si je caricature, je suis sûr que ma voisine de droite va me dire que c'est pas tout à fait ça, mais si je caricature, le prix de l'électricité aujourd'hui, c'est 1/3 de turp, 1/3 de taxes et 1/3 d'électrons. Et elle est d'accord. Bon, alors... Oui, vous pouvez vous entendre. On va s'entendre. Donc c'est 1/3 des 3. Vous imaginez bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait testé ce que j'ai appelé le réseau fermé sur notre siège. Vous imaginez bien que pour équilibrer l'investissement qui va être fait, c'est beaucoup plus simple de le faire si on n'a à payer que l'électron, si on appuie les taxes et le turp. Ça, c'est facile à comprendre. Alors j'entends déjà, oui, mais si on supprime les taxes et le turp, on va supprimer les recettes que peuvent avoir notamment les syndicats. Mais d'un autre côté, on peut valablement le faire. Sachant quand même que sur ces taxes et ce turp, il y a 10% quand même qui sont faits pour les pertes. Donc là, les pertes, déjà, on n'est quand même pas concerné dans ce réseau. On va dire 10%. Là, on commence à plus être d'accord. Donc, il faut équilibrer, et c'est beaucoup plus facile d'équilibrer quand on est en réseau fermé, c'est-à-dire quand on ne passe pas par le réseau public. Un vrai débat aujourd'hui. Le deuxième débat que je mettrai dedans, c'est l'histoire du stockage qui, pour l'instant, n'est pas complètement intégré. Ensuite, la personne morale. On nous impose aujourd'hui de mettre en place une personne morale. Si ça intéresse des gens, je suis à votre disposition après, mais je peux vous assurer que c'est sportif. Je ne vois pas à quoi ça sert. Surtout quand c'est une autorité organisatrice de la distribution comme nous qui le fait. Franchement, ça ne fait que complexifier les choses. 3 points de vigilance. Elle sert à quoi, juste cette personne morale? Elle sert à quoi dans l'histoire? Ah ben, c'est une association qui va porter l'ensemble de l'opération. D'accord. 3 points de vigilance. La personne morale. On est au-delà des 2 minutes là, mais je vous en non, je finis. Je prends juste que les surlignés. Donc la personne morale qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose quand c'est une autorité organisatrice. Au niveau de gestion, alors juste pour dire. On peut, parce qu'il faut faire payer les gens qui vont consommer la production d'un bâtiment. Au niveau gestion,
On peut s'appuyer sur la production, on peut s'appuyer sur la consommation. On peut être en statique, c'est-à-dire en prévisionnel, ou on peut être en dynamique sur ce qui a réellement été fait. Autant que je m'en souvienne, la loi prévoit la consommation. Or, en fait, aujourd'hui, les modèles qui ont été développés par Enedis sont essentiellement des modèles sur la production. Et en plus, derrière, parce que notre partage élec est en cours, derrière, alors, c'est le début, mais on reçoit des tableurs Excel avec des chiffres sans... C'est assez difficile de mettre en place. Mais je pense que demain, plutôt que d'avoir de la production statique, il faudrait faire de la consommation dynamique. Ça serait plus simple, parce que ce qu'on ne consomme pas dans l'autoconsommation, c'est vendu. Et quand c'est vendu sur le marché. Donc là, on est avec Enercop, on a bien négocié le prix, ça va à peu près, mais quand ça sera vendu à des prix qui vont casser le business plan, l'autoconsommation ne va pas continuer à durer. Donc ensuite, on voit les difficultés, mais je vais quand même passer la parole à votre voisin parce que je voudrais laisser le temps aussi aux questions. Vous avez juste une dernière chose à dire? Oui, une dernière chose à dire. La conclusion du film. Ouais. Laissez-nous expérimenter. Le mouvement brownien, le bac à sable juridique. Écoutez, laissez-nous comme des enfants être surveillés, mais laissez-nous nous amuser à faire en sorte que demain, on ait un vrai nouveau modèle électrique français. Et juste pour finir, tout le monde a entendu parler de TURP aujourd'hui. Je voudrais juste reprendre le mot du maire de Pénétin, qui, après cette expérimentation qui a duré 2 ans, enfin cette expérience qui a duré 2 ans, nous a dit quelle turpitude. Bon, voilà, bon, si on peut vous applaudir. Merci pour votre témoignage, il est important, je suis désolée, on est pris par le temps parce que c'est vrai que c'est aussi un événement avec beaucoup de... Mais je voudrais passer quand même la parole à David Gréau parce que déjà, on a un exemple d'autoconsommation collective, on est encore au tout début. Vous aviez aussi quelques slides à nous montrer sur l'intérêt que ça peut représenter finalement de basculer d'une vision réseau à une autre vision, on va dire, plus locale et géographique. Alors, tout à fait, et je reviendrai aussi un peu sur le TURP quand même, parce que je pourrais pas éviter totalement le sujet aujourd'hui. Effectivement, les slides que vous avez sous les yeux ne sont pas des slides Enerplan, c'est des slides qui ont été projetés lors de notre université d'été que j'évoquais tout à l'heure, par un acteur de marché qui est Green Yellow, qui justement était venu intervenir sur la question de l'extension du périmètre. Aujourd'hui, ça a été rappelé, on est sur un périmètre qui est très contraint, qui est celui de la boucle HTA-BT, donc qui finalement regroupe quelques dizaines de consommateurs, et dans une vision où seul Enedis, finalement, ou le gestionnaire de réseau, dispose de la donnée de qui est sur cette boucle de réseau. Et par ailleurs, ça exclut tous les consommateurs qui sont en HTA. Ça, c'est un fait aujourd'hui. Et donc, typiquement, là, c'est un exemple d'hypermarché parce que c'est ce qui avait été, c'est le cœur de métier de Green Yellow, mais c'est valable aussi pour les gros consommateurs, que ce soit des ateliers techniques ou des locaux de cantine avec des chambres froides, par exemple, pour les bâtiments municipaux. Et donc, on a cette version de réseau où, dans la définition de l'autoconsommation collective actuelle, on ne peut pas faire une opération d'autoconsommation collective qui rentre dans les clous du Code de l'énergie aujourd'hui entre l'hypermarché, ses parties communes et les boutiques. Et là, je reste dans le même bâtiment, et les boutiques de sa galerie marchande. Alors de là à aller dire on va l'étendre au périmètre des quartiers résidentiels autour, on n'y est pas. Et donc l'idée qu'on a portée dans le cadre du groupe de travail qui a trouvé ses conclusions à l'été avec le ministre Lecornu, c'était de passer de ce périmètre qui finalement est un périmètre physique électrique à un périmètre qui soit un périmètre intelligible par tous, qui soit un périmètre géographique. Donc on a eu pas mal de discussions sur savoir quelle était la bonne maille, et c'est donc la deuxième slide que vous avez sous les yeux. Si on passe, c'est ce qui a été annoncé par le ministre Lecornu qui est en cours de discussion dans la loi Pacte actuellement, si on passe à cette vision géographique avec un cercle d'1 kilomètre de rayon, donc 2 kilomètres de diamètre, vous voyez directement de manière très visuelle, et c'est pour ça que j'avais demandé à ce que ces slides puissent être projetés, vous voyez directement le champ dans lequel l'opération d'autoconsommation collective peut se monter. Donc là, c'est beaucoup plus large géographiquement. Voilà. Alors, vous vouliez dire un mot du TURP. Alors, je voulais dire un mot du TURP. En fait, je voulais dire un mot un peu plus général. Ça va très bien avec la conclusion que vous aviez tout à l'heure. Quelle turpitude, effectivement. On a quand même une spécialité franco-française, qui n'est pas que celle des régulateurs,
qui est de mettre de la complexité là où finalement on pourrait avoir des choses qui soient assez simples. On va dire faisons compliqué alors qu'on peut faire simple. Exactement, on résume ça par le système Shadok en fait. Hein, on crée de la complexité là où il n'y en a pas forcément besoin. En ça, la question du TURP en est un bon exemple. Hélène Gassin citait tout à l'heure un des principes fondamentaux de la CRE qui est celui de la non-discrimination entre les utilisateurs. Eh ben, on n'a pas forcément la même définition de la non-discrimination parce que un locataire, donc qui n'est pas propriétaire de son logement, qui est en habitat social, aujourd'hui, sa seule manière de pouvoir faire de l'autoconsommation, c'est par le biais d'une autoconsommation collective. Et donc, il est finalement pas mis sur un pied d'égalité avec le propriétaire à côté qui pourra faire, lui, de l'autoconsommation individuelle et donc être sur son réseau privé et ne pas avoir de TURP à payer, puisqu'il ne sort pas sur le réseau, et c'est normal, hein, quand on prend les nationales, on ne paye pas l'autoroute, et être dégrévé de taxes locales, puisqu'il sera, encore une fois, sur son réseau. Et tout ça, on voudrait le réappliquer à l'autoconsommation collective, d'une part, en disant mais c'est pas grave, on va vous donner les sous qui vont bien en face en subventionnant. Et donc ça veut dire qu'on contrôle les volumes, ça veut dire qu'on vient mettre des freins à l'entrée de l'opération, et donc finalement on en reste à quelque chose qui ne démarrera pas réellement. On a commencé cette table ronde en se disant mais finalement pourquoi est-ce qu'on est en retard? Eh ben voilà, on a une partie des explications sur le pourquoi on est en retard. Ensuite, un tout dernier mot sur le TURP et après j'en arrête là. Une des différences fondamentales aussi d'appréciation qu'on a avec le régulateur sur cette question du TURP spécifique autoconsommation vient de la volonté du législateur qui, quand le TURP autoconsommation a été introduit dans la loi, parlait de mini-TURP ou de micro-TURP dans l'hémicycle. Demandait finalement au régulateur de définir quel était le niveau de tarif des électrons solaires qui passaient par le réseau. Or, le régulateur, il est allé au-delà, il a défini un tarif des électrons solaires qui passent sur le réseau, c'était la commande initiale, mais il a dit, mais attention, ce que vous consommez du réseau par ailleurs, ce ne sera pas le même prix que les autres. On va vous augmenter la part pour finalement faire globalement, dans le meilleur des cas, un jeu à somme nulle en termes de TURP. Et parfois, et ça il faut être très attentif parmi les complexités de montage de projet, et parfois pour certains acteurs, en fonction des courbes de consommation, ça leur reviendra plus cher en TURP. Que s'ils restaient tout seuls dans leur coin à consommer l'électricité du réseau sans rentrer dans une opération d'autoconsommation collective. Voilà, donc ça nous paraît totalement paradoxal et avec la volonté du législateur et avec les volontés réaffirmées de développer l'autoconsommation, de dire que l'autoconsommation collective, c'est une brique de l'intelligence du réseau et qu'on souhaite le développer. Voilà, donc si on commence la course de haie avec des fers aux pieds, on risque pas d'aller bien loin. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, hein. On a bien compris que... C'est un peu compliqué. Bon allez, je vais juste demander un mot de conclusion aux uns aux autres. On ne va pas rentrer dans le TURP, etc. parce qu'on est reparti pour une demi-heure. Qu'il y ait au moins une ou deux questions de la salle. Charles-Antoine Gauthier. Voilà. Moi, j'ai envie de rester quand même optimiste sur ce sujet. Malgré les freins, les contraintes, etc., on pense que vous, acteurs locaux, avec la mutualisation dont on a parlé, avec vos territoires, vous avez une ambition, il y a la transition énergétique, vous êtes les principaux acteurs, donc on y croit. Nous, on est une fédération nationale, on pense qu'on peut faire sauter ces leviers-là, hein, les problèmes administratifs, on peut y arriver, la personne morale, on peut y arriver dès que vous êtes autorité organisatrice des services publics locaux. Il y a une ambition, il faut y aller, on est prêt à vous aider, on est prêt à dynamiser le sujet. On a parlé de périmètre, vous avez vu sur les visuels, c'était quand même sur Nîmes, hein, c'est très dense. Il n'y a pas que des territoires denses, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la solidarité territoriale. Sur des territoires un peu plus ruraux, comme par exemple dans Lyon, on peut avoir une solidarité aussi entre bâtiments publics. Hein, par ailleurs, dans d'autres territoires français, vous avez des regroupements de communes. On souhaite aussi que ça puisse être fait sur des communes nouvelles qui intégreraient plusieurs mairies, plusieurs salles des fêtes, etc. Et qu'on puisse utiliser tout le potentiel de vos territoires. On parlait tout à l'heure de potager énergétique ou de jardin communal énergétique. Nous, c'est ça qui fait sens. On est prêt à vous aider, on y croit. Et ça va monter en puissance et on sera là pour vous accompagner. Allez, un mot quand même, Hélène Gassin, sans venir sur le TURP, les turpitudes. Je ne vais pas essayer de défendre le TURP. J'ai rappelé les fondamentaux et voilà, on pourrait en discuter, je pense, très, très longtemps. Oui. Ça amènerait pas grand-chose. Et je pense que la question, elle est vraiment
c'est pas nous qui avons rédigé la définition de l'autoconsommation collective à la française. Juste un exemple des difficultés, et je suis d'accord qu'on a le talent pour créer de la complexité là où ça pourrait être simple. C'est pour ça que je vous dis d'abord, quel est le projet? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut produire ou on veut réduire sa facture? Et commencer de réfléchir comme ça, ce qu'on ne sait pas faire dans la haute administration. Juste un exemple pour voir que le régulateur a parfois le dos large. L'autoconsommation collective, c'est pas nous qui avons défini le truc, qui est à revoir profondément. C'est pour ça que je vous invite à regarder les communautés énergétiques locales. Je pense qu'on va gagner du temps. Par ailleurs, un exemple sur il faut que le bac à sable réglementaire. Nous, on le demande, on est à passer des amendements en douce par les parlementaires pour essayer d'en obtenir un. Bon, on le dit pas partout. Je ne devrais peut-être pas le dire ici, mais voilà. Un autre exemple sur le raccordement des énergies renouvelables. Il nous a fallu 5 ans pour faire changer les textes sur le raccordement intelligent. 5 ans. Voilà, donc on participe de la complexité. On le sait, on l'assume, et on a des longues discussions avec Enerplan et avec tous les autres, avec la FNCCR, voilà. Et réciproquement avec Enedis et les autres, quand on les tanne pour essayer de mettre à jour leur catalogue de prestations. Bon, voilà, donc on est un petit peu au milieu mais on a un vrai sujet, et souvent on bloque parce qu'on n'a pas défini ce qu'on voulait faire. Et je crois que c'est un peu le problème fondamental qu'on a eu sur les débats. À un moment, on l'a eu sur l'effacement, on l'a eu sur l'autoconsommation. Maintenant, l'autoconsommation collective, on va l'avoir sur le stockage. Oh, on va l'avoir sur le stockage. Mais là-dessus, d'abord, définition, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est beaucoup plus pratique quand tout le monde est d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est beaucoup plus facile de démonter les prétextes. Les prétextes techniques, les prétextes, etc. etc. Nous, je ne vous raconterai pas, parce que je ne peux pas, les discussions qu'on peut avoir avec les gestionnaires de réseau. Elles doivent ressembler aux vôtres. Peut-être pas sur les mêmes sujets, mais voilà. Donc on est dans un système où y a, je suis assez optimiste, parce que je pense que quand je parlais de bouillonnement, je pense qu'il y a des freins, évidemment, je ne vais pas les raconter. En tout cas, il y a des envies. Il y a, de faire bouger les lignes, je pense, cette logique de reprendre le contrôle sur la question énergétique sur le territoire. Et la dimension locale. Et elle n'a pas qu'une dimension. Le réseau électrique, tout ce qu'on décrit sur l'autoconsommation collective à l'échelle d'un territoire, ça s'appelle un réseau électrique. Hein. Je veux dire, techniquement, il n'y a rien de voilà, l'équilibrage, aujourd'hui, il se trouve qu'il est fait par RTE, mais l'équilibrage, c'est des fonctions de base d'un réseau électrique. Donc, on peut l'imaginer à des échelles différentes que RTE. C'est pas, voilà, c'est pas de technique. Par contre, qu'est-ce qu'on veut faire? Et je pense que la reprise de contrôle par les territoires sur ces questions-là, elle est pas facile quand on regarde juste par le business model de l'autoconsommation collective. Mais je crois que c'est ça l'enjeu, et c'est pour ça que je suis assez optimiste. Voilà, ça sera le mot de la fin en tout cas. Merci. Alors peut-être qu'il y a une question, parce qu'on voit que ça soulève. Alors on va passer un micro, allez-y, on va vous passer un micro rapidement, parce que Monsieur Jean-Baptiste Lemoine nous a rejoint notamment. Et, Monsieur Aubry, j'ai une question très, très simple et concrète. Monsieur Aubry, vous parliez tout à l'heure à juste titre que tout projet devait être examiné le plus en amont possible. Donc je voudrais poser la question suivante. Lorsqu'une demande de permis de construire est déposée pour un bâtiment industriel, tertiaire, etc., que ce soit public, privé, peu importe à la limite, ne pourrait-on pas envisager que dans le processus d'examen de cette demande, on fasse systématiquement la recherche pour savoir si il serait opportun de compléter ce projet par une installation produisant de l'électricité? Je suis désolé, je pense que vous avez donné la réponse dans votre question. Oui, bien sûr, même peut-être un peu trop tard. J'aurais presque tendance à dire qu'il faudrait imposer au travers d'un... Alors si on est parti dans la législation, au travers d'un avenant à la loi MOP, enfin d'une modification de la loi MOP, que au stade APS, APD de l'architecte, ces questions soient posées à une autorité locale et qu'elle puisse y répondre. Je suis complètement d'accord avec vous. Je saisis l'occasion... Dans le processus d'examen d'un permis de construire, aujourd'hui, ça n'est pas prévu. Non. Vous n'avez pas prévu. Voilà. Ça n'est pas prévu, vous avez tout à fait raison, et ce serait une bonne chose. Je saisis l'occasion pour être positif. Positif, je l'ai, le micro. Positif. Je vais être positif, juste quand même, j'ai parfois été un peu négatif. C'est un sujet qui fait parler, je sais bien. J'ai été un peu négatif. Deux réactions quand même sur le petit exemple de partage élect à Pénétin. Mais deux choses qui nous ont vraiment étonnés, mais qui sont, je vous ai dit, des restaurants, des artisans, etc.
les gens s'occupent de leur consommation et les gens demandent à prendre des participations dans les panneaux photovoltaïques qui vont être mis. C'est-à-dire que le petit effet « je produis à côté, je vous envoie » fait que c'est beaucoup plus facile pour les gens de se dire « tiens, oui, comment ça se fait que je consomme plus, je consomme moins, mais là, c'est de la consommation de chez nous, c'est de la consommation du réseau » et ça marche très bien. Dernière chose et j'arrête. Comment dirais-je, bac à sable réglementaire, oui, et financier. L'enjeu, c'est quoi? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mme Gassin, mais l'enjeu, c'est aussi de définir dans ces modèles-là une nouvelle ingénierie financière. Donc là aussi, laissez-nous proposer des choix, des ingénieries financières qui s'équilibrent sur nos budgets avec des tarifications peut-être extravagantes. Et puis le mouvement brownien étant ce qu'il est, à la sortie, on aura peut-être la solution. Merci beaucoup. On peut vous applaudir tous les quatre pour votre intervention. Ce que je propose tout à l'heure au moment du déjeuner, du buffet, vous pourrez évidemment échanger aussi avec nos intervenants parce que vous voyez, c'est un sujet bouillonnant lui-même, l'autoconsommation d'électricité qui apporte aussi, j'imagine, beaucoup d'interrogations de votre côté. En tout cas, voilà, on a senti de l'enthousiasme, même s'il y a encore des freins. Merci.